Pendant 20 ans, Nathan a cru que son père les avait abandonnés. Sa mère lui avait dit que c'était un homme égoïste qui avait pris leurs économies et s'était enfui. Mais lorsque Nathan s'arrêta pour donner quelques pièces à un homme assis sur un banc dans un parc, il aperçut une cicatrice familière sur le poignet de cet homme. La vérité était bien plus dangereuse que n'importe quel mensonge. Le vent hurlait à travers les arbres dénudés de Central Park, apportant le froid mordant et impitoyable de la fin de l'automne. Nathan Cole se tenait sur l'allée pavée, son manteau en laine sur mesure peinant à repousser le froid qui semblait venir de sa propre âme. Il regardait les joggeurs et les couples vêtus de tenues de sport de luxe passer rapidement devant un certain banc, détournant le regard, inclinant leur corps comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. Habituellement, Nathan faisait partie de ces gens-là, un homme trop occupé par les fusions et acquisitions pour remarquer les désagréments de la ville. Mais ce soir, le silence de son pantouse était devenu trop assourdissant, et les fantômes de son passé l'avaient poussé à sortir dans le froid. Il s'approcha du banc où un homme était affalé, une silhouette si mince et fragile qu'il ressemblait davantage à un tas de haillons qu'à un être humain. Nathan glissa la main dans sa poche. Il comptait déposer un billet de $100 et repartir. Une transaction rapide pour apaiser un rare élan de conscience. Mais en se penchant, la lumière vacillante du lampadaire révéla quelque chose qui fit basculer tout son monde. La main du mendiant était tendue, paume vers le haut, tremblant d'un mouvement régulier. Sur son poignet, visible sous une manche effilochée, se trouvait une cicatrice blanche irrégulière, en forme d'éclair, impossible à confondre. Le cœur de Nathan se mit à battre contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. Il connaissait cette cicatrice. Il était là, 20 ans plus tôt, quand un morceau de métal projeté dans l'atelier de son père avait entaillé ce même poignet. Il se souvenait du sang, de la panique, et de la voix calme de son père lui disant que tout irait bien. La main de Nathan resta suspendue en l'air. Son regard glissa de la cicatrice vers les doigts de l'homme. Là, contre une peau assombrie par des années de saleté, se trouvait une alliance en argent terni. Elle était usée, mais les initiales gravées de l'emblème de la famille Cole restaient visibles dans la faible lumière. « Papa » murmura Nathan, le mot lui paraissant étranger et lourd dans la bouche. Le mendiant tressaillit comme s'il avait été frappé. Il ne leva pas les yeux. Au lieu de cela, il tenta de retirer sa main dans l'ombre de son manteau, se repliant sur lui-même avec le réflexe de quelqu'un qui a appris à occuper le moins d'espace possible. « Vous vous trompez de personne, monsieur » râla l'homme d'une voix semblable à des feuilles sèches raclant le sol. « Je suis juste le vieux Joe, personne d'important. » Mais Nathan ne se laissa pas décourager. Il s'agenouilla dans la terre, ignorant l'état de son pantalon coûteux. Il tendit la main et saisit doucement mais fermement celle de l'homme. « Regardez-moi » ordonna Nathan, la voix chargée d'un mélange de terreur et d'espoir. Lentement, péniblement, l'homme leva la tête. Lorsque leurs regards se croisèrent, Nathan ressentit un choc physique. Le mendiant avait des yeux d'un vert émeraude exactement comme les siens, une caractéristique rare dont la famille Cole était fière depuis des générations. Le visage de l'homme devint pâle comme un linge, et pendant un instant, le masque de l'anonyme se fissura, révélant une reconnaissance douloureuse. « Nathan » souffla l'homme, les lèvres tremblantes. Cette confirmation brisa les 20 dernières années de la vie de Nathan en 1000 morceaux tranchants. L'homme que sa mère avait qualifié de lâche. L'homme dont on lui avait dit qu'il était mort dans la honte après avoir volé leur avenir, était assis sur un banc, tremblant de froid. Ce n'était pas un voleur parti vivre dans le luxe. C'était un homme détruit. « Comment es-tu encore en vie » articula Nathan, les larmes brouillant enfin sa vue. « Maman m'a dit, elle m'a dit que tu étais parti. Elle m'a dit que tu nous avais laissés sans rien. » Les yeux du vieil homme balayèrent le parc, remplis d'une peur soudaine et aiguë, comme un instinct de survie. Il tenta de se lever, les jambes faibles et tremblantes. « Tu n'aurais pas dû me trouver. Nathan, tu dois partir. Si elle sait, si Patricia découvre que tu m'as vu. » Il se pencha plus près, son souffle formant un nuage blanc dans l'air glacé, et murmura un avertissement qui glaça Nathan plus que le vent. « Ta mère ne t'a pas protégé de moi, mon fils. Elle a protégé son empire en s'assurant que je reste un fantôme. Et elle détruira quiconque tentera de révéler la vérité. » Le mot « papa » resta suspendu dans l'air glacé entre eux, chargé de 20 années de questions sans réponse, de douleur et d'un espoir soudain et terrifiant. Pour Nathan, le monde autour d'eux, le bourdonnement lointain de la circulation,
le bruissement des feuilles sèches, les regards jugeants des riches promenant leurs chiens, disparut complètement. Il n'y avait plus que cet homme, cet assemblage d'ombres et de cicatrices, portant le visage d'une légende que Nathan avait tenté d'enterrer. Mais la réaction qu'il attendait, une étreinte émue, une reconnaissance joyeuse, ne vint pas. Au lieu de cela, l'homme sursauta comme si Nathan l'avait frappé. Il retira brusquement sa main, cachant profondément l'anneau d'argent dans les plis de son manteau sale. Ses yeux verts émeraude identiques à ceux de Nathan, parcouraient le parc avec une peur animale et frénétique. « Vous vous trompez de personne, monsieur », râla l'homme d'une voix brisée, rude et creuse. « Je suis juste Joe. Le vieux Joe. Je ne sais pas de qui vous parlez. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Il tenta de quitter le banc, ses mouvements maladroits et faibles. Ses jambes semblaient à peine soutenir son corps maigre, et il faillit tomber dans la terre. Nathan, par réflexe, le retint en attrapant les manches rugueuses de son manteau. Sous les haillons, il sentit des bras réduits à l'os et à la tension. « Tu n'es pas Joe », déclara Nathan, la voix pleine d'une certitude désespérée. « Je connais cette cicatrice. Je connais cette bague. Et je connais la façon dont tu me regardes en ce moment. » L'homme cessa de se débattre un instant, respirant de manière saccadée. Il baissa les yeux vers le sol, et Nathan remarqua un petit geste particulier. L'homme inclina légèrement la tête vers la gauche, plissant un œil comme pour mieux réfléchir face à la peur. C'était une habitude que Nathan voyait chaque matin dans son propre reflet quand il était concentré ou sous pression. Une signature biologique que ni le temps ni la saleté ne pouvaient effacer. « Papa, regarde-moi », supplia Nathan, la voix brisée. « C'est Nathan. Ton fils. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu vis comme ça? Maman m'a dit que tu étais parti. Elle m'a dit que tu avais tout pris et nous avais laissés dans la misère. Mais regarde-toi. Tu n'as rien pris. Tu as souffert. » Les épaules de l'homme se mirent à trembler, et pendant un instant, le personnage du vieux Joe sembla s'effondrer. Une larme coula sur sa joue, traçant une ligne propre à travers la crasse. Il leva les yeux vers Nathan, et le masque du mendiant tomba, révélant l'âme d'un homme vidé par une vie de secret. « Nathan » murmura-t-il, comme une prière qu'il n'avait pas osé prononcer depuis 20 ans. « Mon petit Nathan, tu as tellement grandi. Tu ressembles à ton grand-père. » Pendant un instant, le silence du parc devint sacré. Nathan voulait le serrer dans ses bras, l'emmener dans son pantouse, appeler tous les médecins de la ville et réparer tout ce qui était brisé. Mais cet instant fut brisé par une nouvelle vague de panique qui s'empara d'Elias. Il serra les mains de Nathan, ses doigts sales s'enfonçant dans sa peau. « Tu dois partir » siffla Elias, les yeux écarquillés d'une peur proche de la folie. « Tu n'aurais jamais dû me trouver. Si elle sait, si Patricia découvre que tu m'as vu, elle te détruira, Nathan. Elle prendra tout ce que tu as construit. Elle n'est pas celle que tu crois. C'est une ombre qui engloutit tout ce qu'elle touche. » Nathan ressentit un frisson glacé qui n'avait rien à voir avec le vent. Il pensa à sa mère, l'élégante Patricia Cole, assise en bout de table en salle de réunion, un collier de perles au cou et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il avait toujours admiré sa force, sa capacité à survivre à la trahison d'un mari qu'il croyait faible. Mais en voyant l'état brisé de son père, le récit qu'il avait cru pendant 20 ans commença à se dissoudre. « Je suis milliardaire, papa », dit Nathan fermement, tentant de projeter la puissance avec laquelle il dirigeait des empires. « J'ai la meilleure sécurité, les meilleurs avocats. Elle ne peut pas me faire de mal, et elle ne peut plus te faire de mal non plus. Viens avec moi. J'ai une voiture juste là. Je vais t'emmener dans un endroit sûr. » Elias secoua violemment la tête, ses longs cheveux gris fouettant son visage. « Tu ne comprends pas jusqu'où va son pouvoir, mon fils. Elle ne s'est pas contentée de te dire que j'étais mort. Elle a fait en sorte que le monde entier me croie criminel. Elle a menacé de me piéger pour des crimes qui m'auraient envoyé en prison à vie. Elle m'a dit que si je m'approchais de toi, elle s'assurerait que tu aies un accident, comme celui qu'elle prétend que j'ai eu. » La voix de l'homme tomba en un murmure terrifiant. « Je suis resté loin pour te garder en vie, Nathan. J'ai vécu dans les bas-fonds pour que tu vives dans les nuages. Je suis devenu un fantôme pour que tu deviennes un roi. S'il te plaît, si tu m'aimes encore, pars et oublie que tu m'as vu.
Laisse-moi rester mort. Nathan resta là, les genoux toujours dans la terre, regardant l'homme qui avait sacrifié toute son existence pour un fils qu'il avait détesté pendant 20 ans. La vérité était bien plus dangereuse que n'importe quel mensonge. Et en regardant les mains tremblantes de son père, Nathan comprit que la guerre pour l'âme de sa famille ne faisait que commencer. Il ne partirait pas. Il allait ramener son père à la vie, peu importe le prix. Nathan insista pour emmener son père dans un endroit chaud, mais Elias secoua la tête, les yeux fixés sur un chemin menant vers les zones industrielles de la ville. « Il y a quelque chose que tu dois voir, Nathan, murmura-t-il, d'une voix semblable à des feuilles sèches raclant le sol. Nathan fit signe à son chauffeur, M. Peterson, de les suivre à distance dans la berline noire, mais il continua à pied, marchant aux côtés de cet homme qui ressemblait davantage à une ombre qu'à un être humain. Ils passèrent devant des murs à la peinture écaillée et des routes pleines de nids de poules, jusqu'à atteindre une minuscule cabane près de la rivière. Le toit était en tôle rouillée, percé de trous visibles, et la porte n'était qu'un morceau de tissu épais et taché qui flottait dans le vent. À l'intérieur, l'air sentait le bois humide et les vieux souvenirs poussiéreux. Le cœur de Nathan se serra violemment en observant la pièce unique. Il n'y avait pas de lit, seulement une natte fine et usée posée sur un sol en terre, et un seau en plastique dans un coin pour l'eau. C'était un espace plus petit que le dressing du Pantouse de luxe de Nathan Point. « Tu as vécu ici pendant des années » demanda Nathan, la voix chargée d'une douleur qu'aucun succès ne pouvait apaiser. Elias ne répondit pas tout de suite. À la place, il s'agenouilla sur la natte et souleva une planche mal fixée, d'où il sortit une vieille boîte métallique rouillée. « Ta mère t'a dit que j'étais un voleur qui avait pris les économies de la famille, commença-t-il, les mains tremblantes. Mais la vérité, c'est que j'ai découvert que c'était elle qui prenait l'argent. Elle détournait des fonds de notre petite entreprise pour financer un mode de vie que je ne pouvais pas encore lui offrir. » Nathan sentit son esprit vaciller. Il se souvenait des histoires que sa mère, Patricia, lui avait racontées sur ses efforts pour les maintenir à flot après la trahison. « Quand je l'ai confrontée, elle ne s'est pas excusée, » continua Elias, ses yeux verts reflétant la lumière faible d'une ampoule vacillante. « Elle m'a dit qu'elle avait déjà falsifié ma signature sur les documents bancaires. Elle a dit que si je ne quittais pas la région et ne restais pas mort aux yeux du monde, elle appellerait la police et me ferait arrêter pour détournement de fonds. » Nathan s'agrippa au bord d'une table en bois instable pour garder l'équilibre. « Elle t'aurait envoyé en prison en sachant que tu étais innocent. »« Pire, » murmura Elias en baissant la tête, honteux. « Elle m'a dit qu'elle avait assez de pouvoir et d'argent pour s'assurer que je ne te revois jamais. Elle disait qu'un père criminel serait une tache sur ton avenir et qu'elle utiliserait ses relations pour faire en sorte que l'État te prenne si je tentais de me battre. » Elias ouvrit la boîte, révélant une pile de papier jauni par le temps. « Je suis devenu un mendiant pour que tu restes un cole. J'ai vécu dans les bas-fonds pour que tu grandisses dans les nuages. » Nathan tendit des doigts tremblants et prit la pile. Ce n'étaient ni des documents légaux ni de l'argent. C'étaient des cartes d'anniversaire. Chacune était adressée à lui, écrite de la main soignée et penchée de son père. « Joyeux 11e anniversaire, Nathan. Joyeux 15e anniversaire, Nathan. À mon fils pour ses 21 ans. » Aucune n'avait de timbre ni de cachet postal. Elias les avait écrites chaque année pendant 2 décennies, mais il avait eu trop peur du pouvoir de Patricia pour les envoyer. Nathan regarda les cartes, puis l'homme qui avait mangé des restes et dormi sur un sol en terre pour protéger un fils qu'il avait détesté pendant 20 ans. La femme qui bordait Nathan le soir et lui avait appris à être impitoyable pour préserver leur héritage avait bâti tout son empire sur des mensonges et l'âme brisée de l'homme qu'elle prétendait avoir survécu. Elle a dit à tout le monde que c'était elle qui avait sauvé le nom de la famille, déclara Nathan, la voix chargée d'une colère froide et tranchante. Elias regarda son fils avec une tristesse lucide. Elle ne l'a pas sauvé, Nathan. Elle l'a pris, et elle s'est assurée que la seule personne qui connaissait la vérité soit trop effrayée pour parler. Nathan se releva, la mâchoire serrée, les yeux brûlants d'un nouvel objectif. Il attrapa la main de son père, celle avec l'anneau d'argent. « C'est fini, papa. Plus de vie dans l'ombre. Plus de nuits à dormir par terre. » Elias jeta un regard vers la porte en tissu, la peur ancienne revenant dans ses yeux. « Nathan, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Elle a du pouvoir dans cette ville.
Elle a les avocats et les médias. Nathan leva les yeux vers les lumières scintillantes de la ville visible à travers les trous du toit en tôle, cette même ville que ses entreprises avaient contribué à construire. Qu'elle garde ses avocats, dit-il d'une voix calme et dangereuse. Moi, j'ai la vérité. Et demain soir, lors de son grand gala d'anniversaire, toute la ville va découvrir quel genre de reine elle est vraiment. Elias vit la détermination dans les yeux de son fils, et pour la première fois depuis 20 ans, il se permit de respirer. Nathan descendit de la berline noire et se tint devant les imposantes grilles en fer du domaine des Cole. Pour la première fois de sa vie, les piliers de pierre massifs et la pelouse parfaitement entretenue ne lui semblaient plus être un symbole de réussite. Il ressemblait aux murs d'une prison construite sur des os. L'odeur du bois humide et pourri de la cabane de son père semblait encore s'accrocher à son manteau, contrastant violemment avec le parfum de jasmin en fleurs et de cire coûteuse qui s'échappait du hall ouvert du manoir. En entrant, le marbre résonnait sous chacun de ses pas, comme le tic-tac d'une horloge annonçant une catastrophe imminente. Dans le grand salon, il trouva sa mère, Patricia. Elle incarnait l'élégance, vêtue d'une robe de soie couleur nuit, ses perles emblématiques brillantes sur sa peau. Elle tenait un verre en cristal, riant doucement avec certains des investisseurs les plus influents de la ville. Aux yeux du monde, elle était la veuve digne qui avait élevé un titan à partir des cendres d'un foyer brisé. Mais pour Nathan, ce n'était qu'un masque, le masque froid et calculateur d'une femme qui avait échangé l'âme de son mari contre une place au sommet. Il attendit que les invités se dirigent vers la salle à manger avant de s'approcher d'elle. « Mère » dit-il d'une voix aussi posée que possible. Patricia se tourna vers lui, son sourire s'élargissant sans jamais atteindre ses yeux vers émeraude. Les mêmes yeux qu'elle lui avait transmis, les mêmes qui pleuraient en ce moment dans une cabane au bord de la rivière. « Nathan, mon chéri, tu es en retard pour le toast, dit-elle en tendant la main pour lui caresser la joue. Nathan eut un léger mouvement de recul, si discret qu'elle faillit ne pas le remarquer. « Quelque chose ne va pas ? On dirait que tu as traîné dans les bas-fonds. »« Je pensais à papa aujourd'hui, » répondit Nathan, la fixant avec l'intensité d'un prédateur. « Au jour où il est parti. Tu as toujours dit que c'était un lâche incapable de supporter le poids du nom de famille. Mais dis-moi, mère, l'as-tu vraiment aimé, ou n'était-il qu'un simple échelon pour toi ?» L'air dans la pièce sembla se figer. La main de Patricia s'immobilisa. Pendant un long instant, le masque se fissura. Ses lèvres se pincèrent en une ligne dure, et une lueur sombre et dangereuse traversa son regard. « Ton père était une erreur, Nathan, » murmura-t-elle d'une voix basse et tranchante. « C'était un homme faible qui nous aurait tous les deux noyés dans sa sensiblerie. Je ne me suis pas contenté de survivre à lui, je t'ai sauvé de devenir comme lui. Ne me pose plus jamais cette question. » Elle se tourna et quitta la pièce d'un pas vif, la traîne de sa robe de soie sifflant sur le sol comme un serpent dans l'herbe. Nathan resta immobile dans le silence, le cœur battant contre ses côtes. À cet instant, il sut qu'Elias disait la vérité. La femme qu'il avait bordée chaque soir était une étrangère qu'il ne connaissait pas du tout. Quand la maison devint enfin silencieuse et que le dernier invité fut parti, Nathan se mit en mouvement avec une détermination froide et silencieuse. Il connaissait les habitudes de sa mère. Chaque dimanche soir, elle passait une heure dans son bureau privé à équilibrer les comptes. Il avait toujours cru qu'elle gérait les fondations caritatives de la famille. Désormais, il soupçonnait qu'elle entretenait un secret bien plus sombre. Il utilisa sa clé principale pour entrer dans le bureau. La pièce sentait le vieux papier et le thé amer. Il se dirigea directement vers la bibliothèque en acajou, tira un faux livre qui révéla un petit coffre-fort numérique. Il connaissait le code depuis ses 16 ans, sa propre date de naissance, une ironie cruelle. À l'intérieur, il ne trouva ni bijoux ni or. Il trouva un registre en cuir noir, rempli de l'écriture précise et penchée de sa mère. En parcourant les pages, son sang se glaça. Pendant 20 ans, il y avait des paiements mensuels de $10 000 notés sous la mention « Maintenance ». Il continua de tourner les pages jusqu'à trouver une feuille pliée à l'arrière. C'était un contrat d'une société de sécurité privée, la même que celle que son entreprise utilisait pour la protection de ses dirigeants. Les instructions étaient écrites de la main de Patricia. Surveiller le sujet dans le quartier d'Elm Street. S'assurer qu'aucun contact ne soit établi avec la famille Cole. S'il tente d'entrer dans les limites de la ville,
utiliser tous les moyens nécessaires pour lui rappeler les dossiers de détournement de fonds. Nathan serra le bord du bureau, les jointures blanchies. Elle ne s'était pas contentée de chasser son père. Elle avait payé pour le faire surveiller comme un criminel dans sa propre ville. Elle avait dépensé une fortune pour s'assurer que son mari reste un fantôme, mangeant des restes et grelottant sur une natte pendant qu'elle vivait dans le luxe. « Tu savais » murmura Nathan dans la pièce vide, la voix tremblante d'une colère plus dangereuse que n'importe quel mensonge. Chaque jour, pendant 20 ans, tu savais exactement où il était. Il regarda le registre, puis la photo encadrée sur le bureau, un Nathan enfant, souriant et innocent. Il comprit alors que toute sa vie n'avait été qu'une mise en scène, et qu'il en avait été l'acteur principal dans une pièce écrite par un monstre. Il glissa le registre dans son manteau. Il avait la preuve dont il avait besoin. La trace écrite menait directement à la femme dans la pièce voisine. Il s'approcha de la fenêtre et observa la skyline de la ville, ses lumières scintillant comme des diamants. Le lendemain, c'était le grand gala anniversaire de sa mère, une célébration de 20 ans de sa force et de son leadership. Toute la ville serait présente pour applaudir la reine de l'industrie. Nathan posa son front contre la vitre froide. Il n'allait pas faire un discours sur son succès. Il allait rendre la vie à son père. Et il allait s'assurer que toute la ville voit la vérité derrière le masque. La guerre pour l'âme de la famille Cole venait de commencer. Nathan était assis à l'arrière de sa berline, le registre noir posé contre sa poitrine comme un bloc de glace. Il regardait les lumières de la ville défiler, une tapisserie scintillante de richesse et de progrès qu'il réalisait désormais tissée de cruauté. Chaque bâtiment qu'il avait construit, chaque affaire qu'il avait conclue, était entaché par le fait que son père vivait dans une cabane pendant que sa mère payait pour le maintenir dans cette misère. Le titan de l'industrie se sentait comme un imposteur, un roi régnant sur un royaume d'illusions. Il savait que le registre n'était qu'un début. Pour réellement démanteler le mur que Patricia avait construit, il lui fallait plus que des notes privées. Il lui fallait des preuves juridiques de ce qui avait permis d'enterrer un homme vivant il y a 20 ans. Il demanda à son chauffeur de se diriger vers un quartier plus ancien et plus calme de la ville, où les maisons étaient modestes et les arbres chargés d'âge. Il allait voir Arthur Penhalagan, l'homme qui avait été l'avocat principal de la famille Cole pendant 30 ans avant sa retraite soudaine et discrète. Nathan trouva la maison d'Arthur, un modeste bungalow en briques qui sentait la fumée de bois et le vieux papier. Quand l'avocat à la retraite ouvrit la porte, ses yeux s'écarquillèrent derrière ses épaisses lunettes. Il regarda Nathan, puis le registre noir sous son bras, et ses épaules s'affaissèrent comme si un poids porté depuis 20 ans devenait enfin trop lourd. « Je savais que ce jour viendrait, Nathan, » murmura Arthur en s'écartant pour le laisser entrer. Le salon était rempli d'étagères du sol au plafond, couvertes de dossiers juridiques et de journaux poussiéreux. « Ta mère est une femme très méthodique, mais même elle n'a pas pu tout effacer. » Nathan posa le registre sur la table basse. « Parle-moi de la confession, Arthur. Celle que tu as présentée au conseil il y a 20 ans. Celle qui disait que mon père avait admis avoir volé tout le capital de l'entreprise avant de disparaître. » Les mains d'Arthur tremblaient en versant 2 tasses de thé. Il ne regardait pas Nathan. « Je ne me suis pas contenté de la présenter, Nathan, je l'ai écrite. » La confession resta suspendue dans l'air comme un coup violent. Arthur expliqua que la nuit de la trahison, Patricia était venue dans son bureau avec un choix-point, elle lui montra des documents. Des documents qu'elle avait falsifiés qui donnaient l'impression qu'Arthur lui-même était impliqué dans le détournement de fonds. Elle lui proposa 100 000 $ pour « corriger l'histoire », ou bien elle promettait de l'envoyer en prison pour le reste de sa vie. « J'étais un jeune homme avec une famille, Nathan, j'avais peur », dit Arthur, la voix brisée par une honte qui semblait l'avoir vieilli plus que le temps lui-même. Il se dirigea vers une armoire verrouillée dans un coin et en sortit un dossier jauni. À l'intérieur se trouvait un relevé bancaire du mois où Elias avait disparu. Le regard de Nathan se fixa sur une ligne précise. Un transfert de 100 000 $ vers un compte offshore au nom d'Arthur, suivi d'une série de paiements plus petits et réguliers à une société appelée Shadowrest Security. « Shadowrest » murmura Nathan, reconnaissant le nom du registre de sa mère. « Ce n'étaient pas des gardes du corps, Nathan, » répondit Arthur en croisant enfin son regard. « C'étaient des geôliers.
Ta mère leur a payé 10 000 $ chaque mois pendant 20 ans. Non pas pour protéger ton père, mais pour le surveiller, pour s'assurer qu'il reste dans la zone industrielle, pour lui rappeler, chaque fois qu'il tentait de se rapprocher du centre-ville, qu'elle avait de quoi le faire arrêter définitivement. Nathan feuilleta le dossier, découvrant des copies des contrats de surveillance originaux. Ils étaient signés de l'écriture précise et glaciale de sa mère. Les documents détaillaient chaque mouvement d'Elias, où il dormait, ce qu'il mangeait, les noms des rares personnes qui faisaient preuve de gentillesse envers lui. C'était un dossier de 20 ans retraçant la traque d'un homme dans sa propre ville. Nathan réalisa que chaque fois qu'il avait dîné avec sa mère le dimanche, chaque fois qu'elle avait loué sa réussite, elle savait exactement sur quel banc son père dormait. La preuve était irréfutable. Ce n'était pas seulement un secret de famille. C'était une conspiration de plusieurs décennies impliquant fraude, falsification et destruction systématique d'un être humain. Nathan se leva, le cœur brûlant d'une détermination froide et tranchante. Il avait le registre. Il avait la confession de l'avocat. Et maintenant, il avait la trace écrite reliant directement les perles de sa mère au haillon de son père. « Merci, Arthur », dit-il d'une voix basse et dangereuse. « Vous m'avez donné les armes dont j'ai besoin. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Arthur, le visage pâle d'inquiétude. Nathan regarda les documents, puis la skyline lumineuse où l'Empire Cole se dressait fièrement. « Ma mère organise demain soir un gala pour célébrer ses 20 ans à la tête de l'entreprise. Elle veut que toute la ville la voie comme une reine. Moi, je vais m'assurer qu'il la voit telle qu'elle est vraiment. Je vais ramener mon père à la maison, et je vais faire en sorte que chaque personne dans cette salle sache exactement ce que son pouvoir lui a coûté. » Nathan était assis à l'arrière de sa voiture, ses doigts glissant sur le cuir froid du registre qu'il avait pris dans le coffre de sa mère. Il pensait à la vie qu'il avait menée pendant 20 ans. Une vie construite sur la croyance que son père était un lâche qu'il avait abandonné. Il avait consacré chaque instant à devenir le fils parfait, bâtissant un empire de plusieurs milliards pour compenser la honte qu'il croyait que son père avait apportée au nom des Cole. Mais après avoir vu l'homme tremblant sur le banc du parc et lu la confession de l'avocat, Nathan comprit que tout son monde n'était qu'une mise en scène soigneusement orchestrée. La femme qu'il appelait mère n'était pas une survivante. Elle était l'architecte de la destruction d'un homme. Il savait qu'il avait les preuves pour détruire sa carrière et sa réputation. Mais avant de tout révéler lors du gala, il voulait voir une dernière chose. Savoir s'il restait ne serait-ce qu'une trace de la mère qu'il croyait connaître derrière ses yeux froids et calculateurs. Il décida d'utiliser une stratégie qu'il appliquait souvent à ses employés, poser un piège pour révéler sa vraie nature. Nathan entra dans le grand hall du manoir Cole. L'odeur de lys coûteux remplissait l'air, une odeur qui lui donnait désormais la nausée. Il trouva Patricia dans sa bibliothèque privée, assise dans un fauteuil en velours, en train de vérifier la liste des invités du gala. Elle leva les yeux, son sourire parfaitement maîtrisé. « Nathan, tu as l'air épuisé, » dit-elle d'une voix douce comme de la soie. « Tu dois te concentrer. Demain est la soirée la plus importante de notre vie. » Nathan s'assit en face d'elle, penché en avant, la tête dans les mains. Il fit en sorte que ses doigts tremblent légèrement. « Mère, j'ai quelque chose de terrible à te dire, » murmura-t-il. Patricia posa son stylo doré. « Qu'y a-t-il, mon chéri? Un problème d'affaires? » « C'est plus que ça, » mentit Nathan, la voix brisée. « Les auditeurs fédéraux, ils enquêtent sur les transferts offshore de l'entreprise d'il y a 20 ans. Ils ont trouvé des irrégularités, des signatures falsifiées et des paiements secrets à une société de sécurité appelée Shadow Crest. Ils ont gelé mes comptes personnels, tout. Le pantouse, les voitures, les investissements. Ils disent que je suis responsable parce que je suis le PDG. » Il leva les yeux vers elle, cherchant la moindre trace d'inquiétude, l'instinct d'une mère protégeant son enfant. « J'ai besoin de ton aide, » continua-t-il. « Si tu peux transférer ton héritage personnel dans une fiducie pour moi, je pourrai engager les meilleurs avocats. Je dois me battre. Sinon, je peux tout perdre, je pourrais même aller en prison. » Pendant un long moment, la bibliothèque resta silencieuse, au point que Nathan entendait le tic-tac de l'horloge ancienne dans le coin. Patricia ne bougea pas. Elle ne tendit pas la main. Elle n'offrit aucun mot de réconfort. Au lieu de cela, son visage subit une transformation terrifiante. Le masque de la mère aimante disparut, remplacé par un visage froid, dur comme la pierre. « Tu es un imbécile, Nathan, » dit-elle d'une voix basse et glaciale.
J'ai passé 20 ans à faire en sorte que ce nom signifie quelque chose dans cette ville, et tu as laissé de simples auditeurs démolir tout cela en un après-midi. Je suis ton fils, maman, répondit Nathan, la voix désormais chargée d'une vraie émotion, non pas pour l'argent qu'il prétendait perdre, mais pour la mère qu'il était en train de perdre sous ses yeux. Tu veux dire que tu ne m'aideras pas? Patricia se leva, sa robe de soie glissant sur le sol. Je ne laisserai pas ton incompétence me tirer vers le bas, lança-t-elle sèchement. Si tu as été assez négligent pour qu'il découvre ces vieux dossiers, alors tu mérites ce qui va t'arriver. J'ai trop travaillé pour construire cette vie pour tout perdre à cause de toi. Elle se dirigea vers son bureau et prit son téléphone, composant déjà un numéro. J'appelle le conseil d'administration. Nous devons immédiatement prendre nos distances avec toi. Tu devrais partir, Nathan, et ne reviens pas tant que tu n'as pas trouvé une solution à ce problème sans toucher à mon argent. Nathan se leva lentement. Il ressentait un mélange étrange de tristesse écrasante et de lucidité libératrice. Il avait vu son vrai visage. Elle ne l'aimait pas. Elle aimait le pouvoir qu'il représentait. Elle l'avait traité exactement comme elle avait traité son père 20 ans plus tôt. Un atout à protéger tant qu'il était utile, puis à abandonner dès qu'il devenait un risque. Je comprends maintenant, mère, dit Nathan d'une voix calme et dangereuse. Je vois enfin quel genre de reine tu es. Il se détourna et quitta le manoir, la laissant seule dans sa cage dorée. Il avait le registre. Il avait la confession de l'avocat. Et maintenant, il avait la preuve finale que le cœur de sa mère était vide. Il se rendit directement à l'hôtel où Elias l'attendait, l'esprit tourné vers le gala. Toute la ville allait venir célébrer 20 ans de leadership de Patricia Cole. Mais Nathan allait faire en sorte qu'au lever du soleil, la seule chose dont il se souviendrait serait la vérité. La berline noire s'éloigna des imposantes grilles du manoir, laissant derrière elle la reine de l'industrie sur son trône creux. Nathan, assis à l'arrière, avait la poitrine serrée entre chagrin et lucidité nouvelle. Il regarda l'homme assis à côté de lui, un homme qui aurait dû n'être qu'un souvenir, un voleur, un fantôme. Elias était assis raide sur le siège en cuir, les mains encore marquées par la poussière du quartier industriel, agrippant ses genoux comme s'il craignait que la voiture disparaisse soudainement. Nathan ne ramena pas son père à son pentouse. Il savait que cet endroit, avec ses murs de verre et son mobilier froid et moderne, semblerait irréel pour un homme qui avait vécu dans une cabane pendant 20 ans. À la place, il demanda au chauffeur de les conduire au Golden Palace Hotel, l'établissement le plus prestigieux du centre-ville. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée principale, le portier en uniforme doré s'avança pour ouvrir la porte. Quand Elias descendit, son manteau sale et trop grand, ainsi que ses chaussures usées, contrastaient violemment avec les colonnes de marbre et le tapis rouge. Nathan remarqua le changement d'expression du portier, une évaluation rapide, presque instinctive. Son nez se plissa légèrement, et il lança à Nathan un regard interrogateur, traitant Elias comme un problème plutôt que comme un client. Nathan ne dit rien. Il se dirigea vers la réception et posa sa carte noire sur le comptoir brillant. La suite présidentielle, ordonna-t-il d'une voix froide qui résonna dans le hall. Les yeux du réceptionniste s'écarquillèrent en reconnaissant le nom. Tout de suite, Monsieur Cole. Veuillez nous excuser pour l'attente. Nathan observa le changement instantané d'attitude du personnel passant du jugement au respect. Cela le révolta. Son père était le même homme, quelle que soit la carte posée sur le comptoir, mais le monde ne voyait que les haillons. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage dans un silence lourd. Quand les portes s'ouvrirent sur la suite, Elias s'arrêta sur le seuil. Il contempla les 3 chambres, les immenses baies vitrées donnant sur la ville et les tapis blancs si doux qu'ils semblaient faits de nuages. « Nathan » murmura-t-il, la voix tremblante. « C'est trop, je n'ai pas ma place ici. »« Rien n'est trop beau pour toi, papa, » répondit Nathan, la voix chargée d'émotion. « Tu as vécu 20 ans dans l'ombre pour que je vive dans la lumière. Maintenant, cette lumière est aussi la tienne. » Nathan guida son père vers la salle de bain principale et fit couler un bain. Il ajouta des huiles apaisantes et s'assura que l'eau soit parfaitement chaude. Il posa un peignoir en soie et des vêtements propres qu'il avait fait livrer immédiatement. « Prends ton temps, dit-il doucement. Efface toutes ces années passées dans cette cabane. Je suis juste dehors. » Près d'1 heure plus tard, la porte s'ouvrit.
Élias sortit, la peau propre, les longs cheveux gris encore humides et soigneusement coiffés. Sans la saleté et les haillons, la ressemblance entre les deux hommes était frappante. Même mâchoire, mêmes épaules larges, mêmes yeux vert émeraude chargés d'histoire. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas senti la chaleur d'un vrai bain, dit Élias, les yeux rouges. Un serveur arriva avec le service de chambre, poulet rôti, pain chaud et soupe de légumes. Nathan regarda son père s'asseoir. Élias prit un morceau de pain, mais ses mains tremblaient encore, un tremblement régulier que Nathan comprenait désormais. Ce n'était pas l'âge, mais 20 années de peur. Il mangea lentement, son corps peu habitué à une telle abondance. « Parle-moi des lettres, papa » demanda doucement Nathan. Élias regarda la pile de cartes d'anniversaire que Nathan avait rapportées de la cabane. « Je les écrivais chaque année, Nathan. Le jour de ton anniversaire, je m'asseyais près de la rivière et j'imaginais à quoi tu ressemblais. J'imaginais que tu étais heureux. C'était la seule chose qui me faisait tenir. L'idée qu'en restant un fantôme, je te permettais d'être un roi. » Nathan tendit la main et serra celle de son père, sentant l'anneau d'argent. « Tu n'as plus besoin d'être un fantôme, promit-il. Demain, c'est le gala de maman. Toute la ville sera là pour célébrer ses 20 ans de force. Ils pensent venir à une fête, mais en réalité, ils viennent pour la vérité. » Nathan regarda le miroir, observant leur reflet commun. Le mendiant avait disparu, remplacé par un homme à la dignité tranquille. La reconstruction avait commencé, mais Nathan savait qu'elle ne serait complète que lorsque le monde verrait le crime commis au nom de l'héritage des Cole. Il regarda son père et dit : « Demain, la ville saura enfin qui est le véritable héros de cette histoire. » La grande salle de bal du Cole Plaza était une mer de soie scintillante et de verre en cristal qui s'entrechoquaient. C'était la nuit du gala du 20e anniversaire, un monument à la domination de Patricia Cole sur le paysage industriel de la ville. L'air était saturé du parfum de 5000 lys blancs importés, une odeur qui, pour Nathan, ressemblait désormais à l'air stérile d'un tombeau. Tout brillait, chaque surface polie à la perfection, reflétant les centaines d'invités qui se déplaçaient comme des bancs de poissons colorés, leurs voix formant un bourdonnement d'orgueil et d'ambition. Patricia était dans son élément. Elle se tenait au centre de la salle, vêtue d'une robe argentée scintillante comme une armure. Autour de son cou, les diamants Cole, lourds et glacials. Elle discutait avec le maire et les banquiers les plus influents, son rire résonnant comme du verre brisé. Aux yeux du monde, elle était la veuve de fer, la femme digne qui avait transformé une tragédie familiale en un empire milliardaire. Mais en hauteur, dans une galerie privée à l'abri des regards, Nathan se tenait aux côtés de son père. La transformation d'Élias Cole était spectaculaire. Les haillons et l'odeur de misère avaient disparu, remplacés par un costume sur mesure et la dignité retrouvée d'un homme enfin restauré. Élias regarda la femme qui lui avait volé 20 ans de vie. Ses yeux vert émeraude, transmis à son fils, étaient calmes, mais remplis d'une tristesse profonde. « Elle n'a pas changé, » murmura-t-il. Le même froid dans son sourire. Nathan serra la rambarde de velours. « Elle ne sourira plus très longtemps, papa. Elle pense que cette soirée est dédiée à sa gloire. Elle ne sait pas qu'elle est en réalité dédiée à sa chute. » Il jeta un regard à la bague d'Élias, désormais brillante. « Reste ici jusqu'à mon signal. Je veux que le monde te voie debout, pas caché dans l'ombre. » Nathan descendit le grand escalier, le cœur battant avec une froide régularité. Il traversa la foule, serrant la main d'homme qui avait autrefois traité son père de honte, sans connaître la vérité. Il trouva Patricia près du centre de la salle, un verre de champagne à la main, baigné dans les flashs des photographes. « Nathan, mon chéri » s'exclama-t-elle en scrutant son visage à la recherche du moindre signe de faiblesse. Elle lui toucha la joue d'une main froide comme du marbre. « Je vois que tu as réussi à t'habiller correctement. J'espère que cette histoire d'auditeur n'était qu'un mauvais rêve. » « C'était un cauchemar, maman, » répondit Nathan d'une voix plate. « Mais je crois que le jour va enfin se lever. » Patricia se pencha vers lui, sa voix devenant tranchante. « Ne m'humilie pas ce soir. C'est le résultat de 20 ans de travail. Tu es le roi de l'industrie parce que je t'ai fait tel que tu es. Souviens-t'en quand tu monteras sur scène. »« Je me souviendrai de tout, maman, » répondit Nathan, les yeux brûlants d'un feu froid.
Le maître de cérémonie tapa sur le micro, et la salle se tut progressivement. Mesdames et messieurs, la femme de la soirée, Madame Patricia Cole, et notre PDG, Monsieur Nathan Cole. Les applaudissements furent assourdissants. Patricia monta sur scène, la tête haute, savourant l'admiration comme une reine. Elle prononça un discours parfait sur la loyauté, la persévérance et les valeurs familiales. Nathan se tenait à ses côtés, observant les écrans géants derrière eux, qui diffusaient des images de leur succès. Gratte-ciel, inauguration, photos soigneusement mises en scène d'une famille parfaite. Et maintenant, dit Patricia en se tournant vers lui avec un sourire tranchant, mon fils va partager sa vision pour les 20 prochaines années. Nathan s'avança vers le pupitre. Il ne regarda pas ses notes. Il fixa le fond de la salle, où il distinguait la silhouette de son père. Les 300 invités banquiers, juges, rivaux se penchèrent en avant, attendant un discours sur les profits et l'expansion. Il y a 20 ans, commença Nathan, sa voix résonnant dans toute la salle, on m'a raconté une histoire. On m'a dit que mon père était un voleur qui ne m'aimait pas. On m'a dit que ma mère était une héroïne qui m'avait sauvé. Il marqua une pause. La salle devint étrangement silencieuse. Ce soir, je ne vais pas parler du futur. Je vais parler du prix de la vie d'un homme honnête. Et je vais vous présenter quelqu'un que ma mère a caché dans l'ombre pendant 2 décennies. Le sourire de Patricia vacilla et disparut. Elle agrippa le bras de Nathan. Nathan, qu'est-ce que tu fais? Siffla-t-elle, pâle. Je présente la vérité, maman, répondit-il calmement. Il fit un signe au technicien. Les écrans devinrent noirs. Un silence lourd envahit la salle. Puis une nouvelle image apparut. Ce n'était ni un gratte-ciel ni un projet luxueux. C'était une vidéo granuleuse d'une petite cabane délabrée dans la zone industrielle, un lieu imprégné d'humidité et de souvenirs poussiéreux. Les invités, perplexes, se penchèrent davantage. À l'écran, des mains tremblantes ouvraient une vieille boîte métallique rouillée, révélant une pile de cartes d'anniversaire jamais envoyées. Chacune racontait 20 ans de souffrance, et de silence. Puis le son a commencé à se faire entendre, et la qualité audio était si claire qu'elle parvenait jusqu'au dernier rang de la salle. C'était la voix de Patricia Cole, enregistrée lors de sa confrontation privée avec Nathan. Froide et tranchante comme une lame. Ton père était une erreur, Nathan. L'enregistrement résonna dans les haut-parleurs. C'était un homme faible. Je ne me suis pas contenté de survivre à lui. Je t'ai sauvé de devenir comme lui. Le visage de Patricia devint livide. Son élégante maîtrise de soi se brisa comme du verre tombé sur du béton. Elle attrapa le bras de Nathan, ses doigts s'y enfonçant comme des griffes, sa respiration devenant saccadée. C'est un mensonge. Cette vidéo est une manipulation. Hurla-t-elle à la foule, mais sa voix n'était plus qu'un instrument brisé, incapable d'imposer la moindre autorité. Les invités restèrent figés, leur téléphone levé, non plus pour capturer la beauté, mais pour documenter une catastrophe. Nathan se tenait au pupitre, ses yeux vert émeraude, exactement la même teinte que celle de cet homme que sa mère avait tenté d'effacer, fixé vers le fond de la salle. Il fit un signe sec au technicien, et les lourdes portes en chêne au fond de la salle de bal s'ouvrirent avec fracas, un bruit qui sembla vibrer jusque dans les os des invités. Un homme entra dans la lumière, et la salle se glaça. Ce n'était plus le mendiant tremblant du banc public. C'était un homme restauré, vêtu d'un costume sur mesure gris anthracite coûtant $5000. Ses longs cheveux gris étaient soigneusement coiffés en arrière, avec une dignité tranquille. Alors qu'il avançait dans l'allée centrale, ses pas étaient assurés, même s'il conservait cette immobilité particulière de quelqu'un qui avait appris à être invisible trop longtemps. Des exclamations de stupeur parcoururent la salle comme une onde de choc. Des hommes qui avaient travaillé avec Elias Cole 20 ans plus tôt se levèrent, bouche bée, reconnaissant avec horreur incrédule le fondateur que l'on croyait mort. Le personnage du vieux Joe avait disparu, remplacé par un homme qui semblait sorti d'une photographie vieille de 2 décennies, en bonne santé et debout, fier. Elias monta sur scène et se plaça aux côtés de son fils, ses yeux vert émeraude rencontrant le regard de Patricia pour la première fois depuis 7300 jours. La bague en argent à son doigt, polie jusqu'à briller comme un phare, capta la lumière des lustres. « Je suis en vie, Patricia, déclara Elias, sa voix n'étant plus rauque et sèche, mais profonde, calme et puissante,
remplissant toute la salle silencieuse. J'ai vécu dans la misère pour que notre fils puisse vivre dans les hauteurs. Mais la lumière m'a enfin retrouvé. La vérité tomba sur l'assemblée comme un poids physique, et la chaleur dont Patricia bénéficiait durant le gala se transforma en une froide distance. Personne ne cria. Les gens ne furent pas cruels. Mais la perte de leur respect fut totale et dévastatrice. Patricia regarda autour d'elle les visages de ceux qu'elle avait cherché à impressionner pendant 20 ans, et elle vit qu'ils se détournaient d'elle. Elle était une reine sans trône, debout dans une robe argentée qui ressemblait désormais à une armure pour une guerre qu'elle avait déjà perdue. Nathan reprit la parole au micro, sa voix résonnant avec force dans la salle. Pendant 20 ans, cette ville a cru à une histoire de force et de sacrifice, déclara-t-il en regardant les 300 témoins stupéfaits. Ce soir, vous avez vu le véritable héros, l'homme qui a tout sacrifié par amour, pendant que la femme à mes côtés sacrifiait tout le monde pour le pouvoir. Alors qu'Elias se tenait droit, une femme au 4e rang commença à applaudir lentement, avec gravité. D'autres la suivirent, jusqu'à ce que toute la salle soit envahie par des applaudissements puissants et chargés d'émotion. Ce n'était pas l'ovation festive d'une soirée mondaine, mais un hommage à un homme qui venait enfin de sortir de l'ombre. Patricia s'affaissa dans sa chaise, le visage figé, comprenant qu'aucune richesse ne pourrait jamais enterrer la vérité à nouveau. Les applaudissements finirent par s'éteindre, laissant derrière eux un silence lourd et résonnant. Patricia Cole resta immobile dans sa robe à sequins argentés, les diamants autour de son cou reflétant la lumière comme une chaîne pesante plutôt qu'un trophée. Son visage, autrefois symbole d'une élégance et d'une force inébranlables, n'était plus qu'un masque de terreur pure, alors qu'elle fixait l'homme qu'elle avait tenté d'effacer de l'existence. Elias se tenait aux côtés de Nathan sur scène, le dos droit, ses yeux vert émeraude, les mêmes qu'elle voyait chaque jour à travers son fils, brûlant d'une flamme calme et déterminée. Les 300 invités, les banquiers et politiciens les plus puissants de la ville, restaient là, témoins silencieux d'un crime qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais cacher à nouveau. Le silence fut brisé par le bruit lourd et régulier des portes latérales de la salle qui s'ouvraient. 4 hommes en costume sombre entrèrent, leur visage aussi froid et inflexible que les preuves que Nathan tenait désormais entre ses mains. Ils étaient des agents fédéraux, et ils ne regardaient ni les compositions florales coûteuses ni les lustres en cristal. Ils ne regardaient que la femme assise à la tête de la table. Nathan s'avança, prenant le registre en cuir noir qu'il avait récupéré du coffre privé de sa mère, et le posa sur le pupitre pour que tout le monde puisse le voir. Depuis 20 ans, ce registre est la carte secrète de la destruction d'un homme, dit Nathan, sa voix résonnant dans toute la salle grâce au haut-parleur. Il tourna les pages détaillant les paiements mensuels récurrents à Shadow Crest Security, des paiements effectués pour garder son père emprisonné dans une cabane industrielle pendant que Patricia vivait dans un manoir. Il produisit ensuite la confession signée d'Arthur Penalagon, l'ancien conseiller principal de la famille, qui admit avoir falsifié les documents ayant piégé Elias pour détournement de fonds 2 décennies plus tôt. Les halètements du public traversèrent la salle comme une vague de choc, non plus confus, mais remplis d'une lucidité glaciale et totale. Patricia retrouva enfin sa voix, mais ce n'était plus l'instrument suave et maîtrisé d'une reine. C'était un son aigu et désespéré qui résonnait sur le marbre. C'est un complot. Nathan, tu es manipulé par ce mendiant, cria-t-elle en pointant un doigt tremblant vers Elias. C'était un homme faible qui nous a abandonnés. Ce n'est qu'un rat de rue cherchant de l'argent. Mais même en criant, les invités commencèrent à bouger. Ils ne répondirent pas et ne discutèrent pas. Ils lui tournèrent simplement le dos, rangée après rangée. Le retrait de leur respect fut une vague silencieuse et totale, laissant Patricia seule au centre de sa propre célébration. L'agent principal monta sur la scène et sortit une paire de menottes en acier froid. Patricia Cole, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, complot et obstruction systématique à la justice, annonça l'agent, sa voix résonnant dans toute la salle. Alors que le métal se refermait autour de ses poignets, les diamants de son cou captèrent la lumière une dernière fois, rappel étincelant du statut qu'elle avait échangé contre la vie de son mari. « Je l'ai fait pour toi, Nathan », cria Patricia alors qu'on l'emmenait, son calme s'effondrant en sanglots désordonnés et laids. « J'ai tout fait pour faire de toi un roi. Ton père aurait ruiné notre avenir. » Mais Nathan ne répondit pas. Il regarda la femme qu'il avait élevée, celle qu'il avait bordée tout en sachant que son père grelottait sur un sol en terre, être escortée hors du bâtiment qu'elle avait utilisé comme trône. Les caméras des journalistes, qu'elle avait invités pour célébrer son succès,
flashait désormais pour documenter sa chute totale. Elias se tenait au centre de la scène, la bague en argent à son doigt brillant comme un phare sous la lumière de l'après-midi. Il regarda la salle remplie de personnes qu'il avait autrefois traitées comme une honte, et ne vit que des étrangers sans aucun pouvoir sur lui. Il se tourna vers Nathan et posa une main rugueuse et calleuse sur l'épaule de son fils, une main lavée au Golden Palace Hotel, mais encore marquée par 20 ans de survie. Le royaume qu'elle a construit pour toi était fait de fumée et de mensonges, Nathan, murmura Elias, sa voix stable et pleine d'une dignité qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Il est temps de construire quelque chose qui est vraiment un cœur. Nathan regarda son père, puis la chaise vide où sa mère avait été assise, et il sentit un poids se lever de ses épaules, un poids présent depuis ses 10 ans. Il ne regarda ni les photographes ni les banquiers. Il prit simplement la main de son père et quitta la salle de bal, laissant derrière lui la veuve de fer et son héritage détruit. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où les lumières s'étaient éteintes sur l'empire de Patricia Cole, et la ville continuait de murmurer à propos du gala de la vérité. Les gros titres avaient dominé tous les journaux pendant des semaines, décrivant comment le plus jeune milliardaire de l'État avait exposé sa propre mère pour réhabiliter le père que le monde croyait être un fantôme. Mais pour Nathan Cole, le bruit de la ville et les flashs des paparazzis n'étaient devenus qu'un bruit de fond. Il n'était plus intéressé par le rôle de titan de l'industrie qui dominait depuis un pantouse de verre froid touchant les nuages. Nathan se tenait sur la large véranda en bois d'une nouvelle maison, construite non pas pour le statut, mais pour la paix. Elle se trouvait à la limite du même district industriel où son père avait autrefois grelotté dans une cabane de tôle. Au lieu des tours luxueuses que Patricia voulait construire en détruisant les foyers des pauvres, le terrain accueillait désormais le centre Elias Colope. Un lieu aux salles lumineuses, lits chauds et cuisine toujours approvisionnée, un sanctuaire pour ceux que la ville avait tenté de rendre invisibles. À côté de lui était assis Elias, confortablement installé dans un fauteuil pendant que le soleil du matin réchauffait l'air. La transformation commencée au Golden Palace Hotel était désormais complète. Ses cheveux étaient soigneusement coupés, et l'ancien Joe avait disparu, remplacé par la dignité calme et stable d'un homme enfin rentré chez lui. La malnutrition sévère et le visage creusé qu'avaient redouté les médecins avaient disparu, remplacés par une santé retrouvée et une force que Nathan n'avait pas vue depuis ses 10 ans. Bonjour les amis, nous sommes arrivés au dernier chapitre du parcours de Nathan et Elias. Si vous pensez qu'une famille bâtie sur la vérité est plus forte qu'une famille bâtie sur l'or, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous en commentaire quelle a été la leçon la plus importante que vous avez tirée de cette histoire. Nous adorons lire les retours de notre communauté. Tu penses encore au bureau, n'est-ce pas ? Demanda Elias, sa voix désormais un grondement chaleureux au lieu d'un souffle sec. Il regardait son fils avec ses yeux vert émeraude, des yeux que Nathan voyait maintenant chaque matin dans son propre reflet avec fierté au lieu de douleur. Nathan sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux, quelque chose qu'il avait rarement fait pendant les 20 années passées sous le contrôle de Patricia. En fait, papa, je pensais à la réunion du conseil d'hier. Ils voulaient savoir quand je reviendrais au siège à plein temps. Je leur ai dit, j'ai déjà un siège ici. Nathan avait quitté son poste de PDG actif de l'entreprise principale, choisissant plutôt de diriger la nouvelle fondation caritative de la famille aux côtés de son père. Il passait ses matinées non pas en réunion sur les marges de profit, mais sur le chantier de la nouvelle école professionnelle du centre, où il travaillait main dans la main avec les ouvriers. Il avait compris que le caractère ne s'achète pas avec un salaire. C'est quelque chose que l'on construit avec ses propres mains. Il prit la main de son père, sentant la bague en argent d'Elias. Elle n'était plus ternie ni cachée dans les ombres des haillons. Elle avait été polie jusqu'à briller comme un phare au soleil. Elle était le symbole que l'héritage Cole avait enfin été purifié des mensonges qui avaient failli le détruire. J'ai tellement raté de choses, Nathan, dit Elias doucement, son regard se tournant vers les enfants qui jouaient dans le parc en face. 9 ans, non, 20 ans de ta vie que je ne pourrai jamais te rendre. Tu m'as donné quelque chose de mieux, papa, répondit Nathan, la voix pleine d'émotion. Tu m'as donné la vérité. Tu es resté dans les bas-fonds pour que je puisse vivre dans les nuages. Et même si tu n'aurais jamais dû avoir à faire ce choix, je comprends maintenant que tu l'as fait par un amour que ma mère n'a jamais pu comprendre.
Patricia purgeait actuellement une longue peine dans un établissement fédéral, ses diamants et ses robes de soie remplacés par un uniforme sans statut. Elle avait tenté de contester l'affaire, mais la traçabilité de ses paiements à Shadowrest Security et la confession signée de l'avocat de la famille étaient irréfutables. Nathan lui avait rendu visite une fois, non par haine, mais pour lui dire qu'il avait enfin retrouvé le partenaire qu'il cherchait, son père. Alors que le soleil montait plus haut, peignant le ciel de nuances dorées et roses, Nathan regarda la communauté qu'il reconstruisait. Il pensa à toutes les personnes qui avaient croisé Elias sur ce banc de parc sans jamais réaliser qu'elles regardaient un roi déguisé. Il se fit la promesse silencieuse de ne plus jamais être l'une de ces personnes. Désormais, il regarderait chaque visage, écouterait chaque histoire, et se rappellerait que les choses les plus précieuses de la vie sont souvent celles que le monde essaie de jeter. « Tu as faim » demanda Nathan en se levant et en tendant la main à son père. « Je crois qu'il est temps de prendre le petit déjeuner, et cette fois, c'est moi qui fais les œufs. » Elias rit, un rire qui n'était plus rauque faute d'usage. « Tant qu'ils sont meilleurs que ceux que ta mère me faisait, plaisanta-t-il en s'appuyant sur son fils tandis qu'ils entraient dans la maison chaude et lumineuse. Le milliardaire autrefois froid et efficace avait enfin compris que le vrai succès ne se mesure pas à la hauteur d'un bâtiment, mais à la profondeur de l'amour que l'on porte à ceux qui sont restés à ses côtés quand on n'avait rien. La vérité était arrivée tard, mais elle était arrivée avec assez de lumière pour chasser 20 ans d'ombre. J'espère que vous avez apprécié cette histoire autant que j'ai aimé la créer pour vous. Si le parcours de Nathan vous a touché, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et souvenez-vous, la vérité, même quand elle fait mal, est toujours préférable à un mensonge confortable. Avez-vous déjà eu le courage de défendre ce qui est juste, même quand c'était difficile? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt pour ma prochaine histoire.